Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à la troisième édition du webinaire Digital Experience MES, donc par le club MES. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde dans la salle, tous les présentateurs sont là. Je vais attendre encore 1 à 2 minutes avant de lancer, et puis on sera parti pour 7h30 ensemble. Bien, après avoir accueilli tout le monde dans la salle de chat, je vais pouvoir introduire cette troisième édition de Digital Experience MES. Donc bonjour à toutes et à tous, toutes ceux et celles qui nous rejoignent maintenant. Je vais faire une partie d'introduction. Donc, je me présente Marc-Antoine Sérillon, marketing manager chez Sofine, membre du club MES, au conseil d'administration et responsable de la commission événements, donc qui gère ce type d'événement pour le nom du club MES. Pendant ce webinaire, toutes les personnes qui assistent n'ont pas la possibilité d'ouvrir leur micro pour poser des questions. Donc, pour ce faire, vous avez deux moyens de le faire. Vous aurez en bas à droite un onglet chat qui va vous permettre de chatter avec l'ensemble des personnes qui assistent au webinaire, endroit où vous pourrez poser vos questions. Et il y a un vrai bouton questions sur lequel, juste à gauche de l'onglet chat, qui va vous permettre de poser vos questions. Donc, il y aura deux temps de questions-réponses. Dans ce webinaire, il va y avoir plusieurs retours d'expérience d'industriels qui ont mis en place une solution MES. Ce sera la première partie qui va durer environ 60 minutes et une seconde partie de table ronde entre à chaque temps de retour d'expérience et de table ronde, il y aura une session de questions-réponses qui sera proposée pour pouvoir répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire et on va passer au thème de ce jour qui est pourquoi choisir un MES et comment convaincre votre direction de cet investissement. C'est un thème un petit peu chapeau dans lequel chaque industriel qui va témoigner aujourd'hui va apporter des éléments de réponse sur le choix de la solution MES et sur la notion d'investissement et de comment convaincre sa direction. Donc, sans plus attendre, je vais laisser chacun des intervenants de ce jour se présenter avec une petite aparté sur le troisième intervenant qui malheureusement a eu un problème ce matin et qui est excusé donc pour ce webinaire. Je ne m'étendrai pas dessus, mais vous inquiétez pas, ça n'enlèvera en rien les qualités du webinaire d'aujourd'hui. Alexandre, je vous laisse entamer. Merci, bonjour à tous et toutes. Donc Alexandre Meuf, je suis manager de transition. J'accompagne les PME qui sont soit en difficulté, soit dans une volonté de basculer dans le 4.0. Et je suis actuellement directeur de l'usine de Petit-Jean SAS. Et je développerai un peu plus tard l'ensemble des informations concernant cette entreprise. Merci Alexandre. Jérôme, je vous laisse poursuivre. Oui, bien sûr, Jérôme Vantage. Donc, je suis responsable du système d'information manufacturing chez Automotive Sales Company, ACC, le siège basé à Bordeaux et la Gigafactory dans les Hauts-de-France. Donc, on en parlera un petit peu plus tard, mais on est la Gigafactory qui va commencer à produire des batteries françaises pour les véhicules électriques.
Et enfin, Olivier. Merci, Jérôme. Bonjour à tous et à tous, Olivier Guillon, je suis journaliste de métier, rédacteur en chef de la revue Production Maintenance, revue trimestrielle, la seule spécialisée dans la maintenance industrielle en France, seule revue française dans ce domaine, et j'aurai l'honneur et le plaisir d'animer la table ronde donc en fin de conférence. Voilà, tout à l'heure. Merci Olivier. Pour faire l'introduction, donc je me suis déjà présenté. Nous avons le président du club MES, Stéphane Crépé, dans la salle, et qui va certainement se charger de faire l'introduction. Si Stéphane, tu es là et que tu nous entends. Je suis là, si vous m'entendez correctement. Très bien, très bien. Je te laisse la main pour faire une petite introduction sur le club MES avant de pouvoir passer la main à nos industriels présents aujourd'hui. Je voudrais que Florent aussi m'accompagne parce qu'il était prêt à me relever. Là, je suis en Espagne. Je remercie mon partenaire espagnol de m'avoir mis à disposition un bureau pour pouvoir co-présenter cette troisième édition de Digital Experience. Le club MES, ce sont des professionnels d'un système qui est normé, qui existe avec un certain nombre de valeurs qui vont de la planification, l'optimisation, la productivité, la traçabilité, le tout dans un ensemble. Ce qui va distinguer les membres du club MES, qui sont des éditeurs, des intégrateurs et des sociétés de conseil, par rapport à d'autres systèmes de remontée d'informations, c'est justement cette simultanéité et cet aspect entier. Les données qui vont être échangées avec les gens de production et avec le niveau supérieur, les gens de gestion, puisqu'on est toujours au milieu de ces deux équipes, vont être intégrales. Il ne s'agit pas de remonter des données pour simplement établir un TRS, mais laisser les gens dans le brouillard. Il faut pouvoir apporter vraiment de l'information de planification à l'ensemble des gens. Il ne doit pas y avoir quelqu'un qui n'a pas l'information, que ce soit par son écran, par des téléviseurs ou tout autre système. Aujourd'hui, technologiquement, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en œuvre et demain, ça sera encore plus important. Ensuite, la partie exécution, à proprement parler, qui va pas toujours, et je pense que les témoins pourront conforter malheureusement cette idée, elle va pas toujours se passer comme prévu. Et donc, tout ce qui va dériver devrait être contrôlé. Et c'est justement le but d'un MES, pour qu'ensuite on tire les bonnes décisions, de manière à accorder les cadences cibles et la planification à quelque chose de plus réaliste. Voilà. C'est cette boucle complètement vertueuse qui fait vraiment l'originalité d'un MES. Tous les éditeurs, tous les prestataires que vous rencontrerez au club sont capables de fournir cet ensemble et couvrent au moins 5 des 8 points de la norme. Voilà pour notre différence. 25 entreprises à votre service, françaises et bientôt francophones, avec des ponts vers Evolis, 600 fournisseurs de biens et d'équipements dans le monde de la machine, la Fédération des industries mécaniques, le CEA-List, l'Alliance Industrie du Futur et beaucoup d'autres organisations, le GIMELEC, qui vont, avec nous, permettre de faire une industrie plus forte, plus fiable et plus maîtrisée surtout. Voilà. Merci Stéphane. Donc le club MES avec ses événements, c'est un événement annuel incontournable. Donc l'année dernière, nous avons participé à Industry Time. On verra en 2025 qu'est-ce que l'on pourrait vous fournir. Et d'autres événements, le Salon Global Industrie, le CFIA. Donc des salons emblématiques qui permettent à tout le monde d'aller voir le village du club MES et ses représentants, pour ceux qui choisissent d'exposer dans ces événements. Et également ces événements digitaux. On en est au 3e du nom. Merci Marc-Antoine pour cette formidable organisation. Merci Florent, merci Philippe, merci tout le conseil d'administration du club MES sans qui cet événement ne pourrait pas voir le jour. Et rendez-vous encore, donc bien évidemment aujourd'hui, mais au prochain, parce que ça prend de plus en plus d'importance. Des événements physiques, des événements visio. On est dans le digital, c'est pas impossible, mais pas que des événements visio, ça on y tient, on a besoin de vous rencontrer et d'avoir vos expressions de besoin. Je voudrais vraiment remercier tous les témoins. Je sais qu'une personne a eu un souci, bon, heureusement rien de grave, mais elle ne pourra pas participer aujourd'hui. C'est pas grave, elle sera la bienvenue pour une prochaine. Et maintenant, la parole est à vous. Merci à tous.
Super, merci beaucoup Stéphane pour cette belle introduction sur les missions du club MES et nos actions à venir, évidemment. Je vais pouvoir passer la parole au premier industriel. Alors, je n'avais pas déterminé l'ordre, ce qui montre que c'est du direct. Alexandre, est-ce que vous voulez démarrer? Aucun souci. Je vais vous laisser la main avec votre présentation. Je vais retirer mon document et puis je le remettrai un petit peu plus tard au moment de la table ronde. Et puis je vous laisse la main. Au besoin, je l'ai. Parfait. C'est Merci, merci beaucoup Marc-Antoine, et merci pour cette introduction. Donc je suis Alexandre Meuf, je suis le dirigeant d'Advanced Manufacturing Partners qui compte un salarié qui est moi-même. Je suis freelance et j'accompagne les entreprises, donc les PME, notamment dans leur transformation numérique, que ce soit dans des contextes de difficultés, de point de départ, ou dans des contextes simplement d'ambition de croissance. Et donc je vais témoigner aujourd'hui de l'implantation du MES Juno chez Petitjean SAS, dont je suis le directeur général actuellement dans le contexte d'un management de transition. Alors, 30 secondes. Hop. Pourquoi il ne veut pas? On va le faire comme ça. Donc tout d'abord en termes de parcours, alors j'ai l'habitude de dire que j'ai un parcours industrialo-numérique, puisque je suis de titre ingénieur en mécanique diplômé de l'école de l'ENS2M de Besançon. Dans les faits, je ne suis pas mécanicien, j'ai attaqué mes options et mes études en génie industriel et j'ai complété ma formation en faisant une thèse doctorale chez Excelia qui s'intitulait l'identification des risques, des opportunités et facteurs critiques de succès de l'industrie 4.0 pour la performance industrielle des PME. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui va essentiellement être le reliquat de cette expérience professionnelle et académique qui se concentre sur le numérique et sur les PME et non pas sur des grandes entreprises pour lesquelles les caractéristiques managériales peuvent être très différentes. En termes de background, j'ai fait beaucoup de supply chain dans le début de ma carrière, à Pro Ordo Master Planner, et j'ai terminé directeur de la supply chain. Je suis ensuite passé aussi des fonctions plutôt autour du numérique, donc chef de projet ERP notamment, et directeur de la transformation digitale du groupe Excelia. Et depuis 2022, j'accompagne les PME, notamment en difficulté, mais avec un point commun qui est systématiquement le 4.0. Et c'est dans ce contexte qu'actuellement je suis directeur industriel de Petitjean SAS. Alors, c'est un peu pénible. Hop, voilà. Alors, qui est Petitjean SAS? Petitjean SAS, c'est une menuiserie industrielle qui a été fondée en 1927 par l'arrière-arrière-grand-père Petitjean. C'est le leader aujourd'hui français du casier connecté à destination des espaces de travail. Depuis 2016, ils ont intégré la technologie des serrures connectées Vecos. C'est une quarantaine de personnes. On est situé entre Verdun et Metz, à Buzy-Darmont, au milieu d'un magnifique village. Et en 2023, c'est à peu près 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, un résultat net qui est pas au beau fixe. Quand j'arrive, il n'y a pas de réseau internet, pour être plus exact, on a 1 mégaoctet seconde pour l'ensemble du site, ce qui fait un peu léger en 2023. Il n'y a pas d'ordinateur dans les amortissements parce qu'ils sont tous très anciens. Il y a un ERP qui est très mal utilisé et il n'y a aucun numérique sur le terrain, pas de coordination et pas de maîtrise de la performance. Alors pourquoi tout ça c'est important? C'est que en parallèle de tout ce manque de technologie et d'avancement, Petitjean SAS est assise sur 3 grands piliers de valeur. Le premier pilier, c'est la préparation et le traitement d'un cahier des charges client qui va correspondre en gros à une vision d'architecte de ce que l'espace de travail doit être à la sortie. Et Petitjean va faire la conception des meubles en cohérence de la stratégie logistique permettant d'accéder sur site. Ensuite, Petitjean possède son propre outil de production et donc va assurer le découpage, le calibrage, le plaquage et le prémontage en atelier. Puis va gérer l'accès au chantier pour venir installer, mettre en route et former les utilisateurs directement sur le terrain. Donc ces 3 P qu'on appelle la préparation, la production et la pose sont les piliers de Petitjean SAS. Alors dans ce contexte, on a eu en 2024 l'ambition de fortement digitaliser l'entreprise. Alors la première chose qu'on a fait, c'est faire arriver le réseau internet sur le site à des vitesses un peu plus dignes de ce nom. Et en parallèle, on a lancé plusieurs outils. Alors la volonté de changer le RP pour arriver vers un outil un peu plus simple,
et je développerai cet aspect un peu plus loin. Pareil sur la comptabilité, on a travaillé avec une startup qui s'appelle Relief pour améliorer le chiffrage. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est essentiellement le suivi de production en temps réel et la remontée d'informations à travers le MES Juno que nous avons installé et mis en œuvre. En parallèle de ça, on a également travaillé sur tout ce qui est prix de revient industriel, retour d'expérience, etc. La volonté était d'améliorer et d'accélérer notre prise de décision à court terme pour la partie MES et plutôt sur le moyen et long terme pour la partie ERP, planification et comptabilité. Alors le point le plus important pour Petitjean, c'était d'arriver à allier l'ensemble des technologies numériques qu'on pouvait installer avec un ensemble et un package de valeurs. Alors, Petitjean SAS, c'est pas vraiment réputé pour avoir des prix de revient qui soient les moins chers du marché. Par contre, les meubles ont la réputation d'être une excellente qualité et d'être toujours livrés à l'heure. Il y a une réputation d'avoir une excellente expertise à la fois du mobilier et à la fois de la technologie connectée, ce qui permet à nos clients d'avoir une expérience intéressante. Et pour assurer tout ça, l'entreprise se base sur une autonomie importante et une responsabilité importante, et on va voir notamment pour ce pilier-là, en quoi le MES et Juno a été l'un des critères clés de la réussite de cette transformation. On applique aussi en interne une très forte franchise et feedback. Donc j'ai beau être le directeur général, tous les ouvriers peuvent me faire du feedback sur des choses que je fais bien ou pas bien, et ça dans l'ensemble de l'entreprise. Et le troisième point, le droit à l'erreur, pour favoriser l'initiative individuelle, et donc l'autorisation de quelque part, et bien parfois rater. Tout ça s'appuie dans un objectif de concevoir processus et standards, de garantir compétences et formations pour les équipes, et bien sûr tout ça dans le respect général de l'ensemble des partenaires, et la résolution de problèmes, qui est la base de la progression de demain. Alors concernant l'autonomie et la responsabilité, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. L'autonomie, c'est un élément extrêmement important pour Petitjean et dans ma vision du management, et j'ai illustré ça avec 2 cas. Le premier cas, j'ai pris ce que j'ai connu dans d'autres entreprises, qui est un indicateur de performance, calculé la nuit à partir des remontées de données, des ERP, des saisies de différentes personnes, et le matin, on constate les résultats, on compte les chats écrasés, voire encore pire, on doit justifier auprès du chef un manque de performance sans avoir la moindre idée de où elle peut venir sur l'ensemble des 7 heures ou 8 heures qu'a duré le shift précédent. Globalement, ça a une fâcheuse tendance à provoquer de la frustration, une forme d'abandon à la performance. Et le deuxième élément, c'est que on a des personnes qui se retrouvent face à je dois une performance à mon chef, et un chef qui se sent dans une obligation de surveiller les équipes. Alors la volonté, c'est de se rapprocher des KPI connus en temps réel, et c'est là que le MES, je trouve, tire une valeur conséquente, parce que tirer les indicateurs en temps réel, ça permet d'avoir au quotidien, tout le temps, une forme d'adaptation de chacun à la réalité constatée. C'est-à-dire que si pendant les 2 premières heures de ma journée, je ne suis pas à la bonne vitesse, eh bien je le vois. Le deuxième élément, c'est que tout le monde le voit, donc il y a une forme d'aide collective qui peut s'organiser assez vite entre les ouvriers, et donc on passe d'une forme de référentiel à je dois à mon chef, à je m'engage auprès de mes collègues, parce que si je produis pas assez, le suivant n'a pas de travail, le précédent bourre ma file d'attente, et tout le monde le voit. Donc il y a une forme on passe d'une individualisation de la performance à quelque chose d'un peu plus collectif. Et dans ce rôle-là, le chef n'est plus celui qui vient simplement essayer de motiver les équipes en surveillant ce qu'elles font, mais bien qui va les accompagner quand on constate une difficulté. Et comme on la constate en temps réel, on est capable d'identifier assez vite la cause de à minima le premier pourquoi de la difficulté, puisqu'on le vit au bon moment. Et non pas on l'analyse 24 heures plus tard où on a déjà oublié tout ce qu'on a vécu la veille. Alors, je me suis permis d'indiquer KPI dans la slide. Chez Petitjean, on a fait le choix de parler plutôt d'indicateurs de maîtrise. On va voir après pourquoi. Puisque, en fin de compte, mesurer une performance, ça sous-entend qu'on doit performer, qu'on doit être au-delà de ce qu'on fait normalement. Nous, on parle plutôt de maîtrise, qui est de tenir ce qu'on a engagé dans la maîtrise du procédé industriel. Et donc, en quoi un MES permet de faire ça? Déjà, connaître en temps réel
la performance, les éléments de à quel niveau de maîtrise je me trouve et combien je produis. On a fait le choix d'utiliser un outil Juno parce que l'interface est extrêmement simple et simplifiée. Il ne faut pas oublier que nos utilisateurs sont essentiellement des opérateurs et que les opérateurs n'ont pas forcément une habitude du numérique, n'ont pas une utilisation au quotidien de l'outil informatique. Donc c'était pour nous important d'avoir quelque chose de très accessible, qui soit à la fois propre et simple d'exploitation. Un troisième point qu'on a très fortement appuyé, c'est le côté connectivité. On voulait un MES qui se connecte à terme avec nos outils ERP, nos outils de comptabilité, nos outils de plan et divers outils qu'on peut avoir et qu'on va mettre en œuvre dans notre architecture digitale. Aujourd'hui, moi, je vous invite à considérer qu'un outil non connectable ou dont la connectivité va vous coûter un bras est par essence en 2024 un outil qui est ancien. C'est extrêmement important d'avoir un outil qui se connecte à votre architecture de manière assez simple. Dernier point, pas besoin de connaissances techniques. On est une PME, on n'a pas d'informaticien, je pense que je dois être le plus calé en informatique, et c'est pas mon métier de départ, dans l'entreprise Petit Jean. Donc on avait besoin d'un partenaire qui nous fournisse un outil facile d'exploitation, qui nécessite que très peu de connaissances, un peu de no-code éventuellement, et surtout un support qui puisse intervenir sur des questions parfois pas très longues, mais pour des questions de vitesse, on avait besoin de réponses qui peuvent être rapides, et c'est ce que nous avons eu dans notre projet d'implantation de ce MES. Il faut que je prenne l'habitude, hop, de le faire avec la souris. Alors pourquoi je parlais tout à l'heure de notion de maîtrise? Là, j'ai voulu un petit peu illustrer en quoi le MES nous sert au quotidien. Il nous sert à deux choses. La première, c'est arriver à se rapprocher du temps réel dans l'identification des écarts au niveau qu'on attend. Cette identification, elle est importante parce que plus tôt je prends un écart par rapport à la cible, plus facile est l'acte correctif pour y rentrer. Typiquement, si je produis l'équivalent de 5 heures en 7 heures pendant 3 jours d'affilée, au bout de 3 jours, j'ai 6 heures de retard. Si je le piège après la première heure parce que en 50 minutes, j'ai fait ce que j'aurais dû, du moins en 60, j'ai fait ce que j'aurais dû faire en 50, je piège et j'ai que 10 minutes à rattraper. C'est fondamentalement beaucoup plus facile de rattraper 10 minutes que 6 heures quand on est dans un atelier de production. Le deuxième élément, c'est que Juno s'inscrit dans des éléments organisationnels et notamment sont le support à nos animations à intervalles courts qui ont lieu 1 à 2 fois par jour. Sur le même principe, ça permet de détecter l'écart très vite et de collectivement se trouver comment on revient à la cible ou comment on acte l'écart et les impacts que ça peut avoir. Donc ça permet de faciliter le regard en temps réel et le partage collectif de l'information. Alors ça, c'est un des seconds points importants, une fois qu'on a choisi un outil en temps réel connectable et simple, qui est de dire comment j'obtiens un outil, du moins ça reste en fait un outil. Un outil, c'est comme tout, s'il n'y a pas des humains derrière et une organisation pour le faire tourner, ça marche moins bien. Et donc c'est un des points majeurs qu'on verra un petit peu après. Alors enfin, tout ça, ça a permis quoi? Petit Jean aujourd'hui, là, alors je vous ai mis les prévisionnels 2024, mais vu qu'on est quand même très très proche de la fin, on est à peu près convaincu de nos chiffres. On a redressé le chiffre d'affaires assez fortement, puisqu'on est passé à 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a ramené le résultat à quelque chose de positif, donc ce qui permet à l'entreprise de voir l'avenir sereinement et de continuer d'investir. On a assez fortement gonflé les effectifs, puisqu'on est monté à 40 personnes, parce que le chiffre d'affaires ne se produit pas sans rien. Et on a créé un socle numérique qui permet de continuer à progresser au sein de Petit Jean SAS. Le MES, dans ce contexte, a favorisé l'intégration des personnes, a favorisé la compréhension de quel est le niveau attendu quand je suis sur un poste ou une machine, qu'est-ce que je dois produire, et si j'y suis pas, je peux alerter, mes collègues le voient également. Et ça, c'est vraiment une notion qui a été très importante dans la réussite collective. Alors, comment vous convaincre? Premier point, les bénéfices. Alors, très clairement, par expérience, et on l'a encore constaté chez Petit Jean, un point notable, quand les personnes ont en temps réel la vision de ce qu'ils ont à faire, la productivité augmente. En fait, assez naturellement, il y a une forme d'auto-challenge qui se crée, et quand je dois pas la perfo à un chef que j'aime pas,
mais quand je me dois la perfo pour ma fierté personnelle, et ben assez classiquement, on voit un progrès assez notable chez les personnes. Un engagement collectif sur le projet est essentiel, à la fois pour la réussite, mais aussi parce que ça va être le livrable de ce projet MES, qui va être que chacun participe collectivement à un élément visuel et compréhensible de tout le monde. Autre point majeur, la vitesse de réaction en cas de dérive. Alors dit comme ça vous donne pas des euros ou un KPI net, mais la vitesse de réaction dans un monde flexible et qui change tous les matins, c'est extrêmement important. Et enfin, les remontées d'informations opérationnelles que j'ai pas forcément développées, parce que chez Petit-Jean, c'est pas ce qu'on a fait de mieux pour l'instant, mais l'amélioration continue à travers la remontée des difficultés est un des points majeurs. Pour limiter les risques, un des points que nous avons identifié qui nous semble extrêmement important, c'est vraiment de viser quelque chose de simple. D'expérience, que ce soit MES ou tout autre outil, quand on vise à mettre énormément de connaissances ou de complexité dans de la modélisation numérique, en fait on perd tout le monde, ça peut prendre des plombes et le résultat est rarement à la hauteur à la sortie. Si certains ont fait des déploiements de RP, ils doivent à peu près visualiser de quoi je parle. Un point aussi, c'est ne pas hésiter à se faire accompagner. Alors se faire accompagner par les équipes du MES quand elles connaissent bien le terrain industriel ou par des industriels qui ont fait l'exercice. Moi j'avais la chance de l'avoir fait dans mon passé, donc j'ai pu jouer ce rôle en interne. Toutefois, si vous ne l'avez jamais fait, faites-vous accompagner la première fois, ça vous fera, je pense vraiment, un point très positif pour accélérer et ne pas tomber dans certains écueils. Favoriser la connectivité de l'outil, extrêmement important. Et faites-en l'outil des équipes et pas l'outil du chef. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais il y a une vraie différence quand l'équipe prend l'outil comme son propre élément. La métaphore simple, c'est imaginer 30 secondes que, au lieu que le compteur de vitesse soit dans votre voiture, le compteur de vitesse il soit à la police et que la police arrive le matin pour vous proposer les amendes de la veille. Il y a de fortes chances qu'on le vive très très mal. Quand on vous met le compteur dans la voiture, alors ça ne veut pas dire que tout le monde respectera les règles, mais a priori vous avez les moyens de le faire et vous avez les moyens de voir où vous en êtes. Dans une prod, c'est exactement la même chose. Un opérateur qui voit ce qu'il fait, il a une vision de fierté, il a une vision de s'auto-challenger. Quand il a le matin la découverte que la veille il n'était pas bon, vous le démotivez pour la journée. Et enfin, d'un point de vue stratégique, je dirais que l'engagement il doit être collectif au sens de la performance. Un MES, c'est pour mesurer la maîtrise et pour se donner une base de où est-ce que je peux aller plus loin avec des projets. Ça vous permettra d'avoir un contrôle en temps réel et bien sûr d'aligner tout le management sur cette même vision. Si vous lancez un projet MES avec un porteur de projet qui n'est pas soutenu par la direction, comme à peu près n'importe quel projet d'ampleur, de toute façon, le projet n'avancera pas. Donc en termes de retour d'expérience, ce que je peux amener, c'est qu'un MOS, c'est avant tout un outil qui va supporter une organisation, la capacité à collectivement mettre de la performance et s'auto-corriger, et du management. Il y a Oliver White, qui est un ancien auteur que j'adapte sur le MES, qui dit qu'un système, ce n'est pas un système informatique, mais un système humain qui est rendu possible par l'informatique. Si je veux faire la réunion 2 fois par jour de 5 minutes pour détecter les écarts, sans informatique, c'est extrêmement complexe ou très coûteux en récupération de données. Donc l'informatique permet de mettre un MES s'il n'y a pas ces aspects-là, ne permettra probablement pas de tirer de la performance ou de la motivation. Le deuxième élément, c'est que, oui, dans une PME de 40 personnes, c'est possible. C'est pas quelque chose qui est inaccessible, ce n'est pas très coûteux, que ce soit en temps de mise en œuvre ou en coût de solution, et surtout, une fois qu'on en fait un outil collectif, on se rend compte que sur le terrain, c'est assez vite, ça fait assez vite adhérer les personnes. Un point vraiment que j'ai insisté 3 fois, mais je le répète, visez simple. N'entrez pas dans des complexités de folie si vous souhaitez que les équipes de terrain adhèrent. La complexité doit en tout cas pas être visible. Laissez ça à l'intégrateur, lui peut faire un outil dont le code et tout ça est extrêmement complexe, mais il faut que ce soit simple pour l'utilisateur final que vous êtes. Et enfin, faites vraiment en sorte d'ouvrir les opportunités qui sont liées au MES et pas les contraintes. Si le projet vise à contraindre les opérateurs, vise à garantir une performance pour avoir une crainte de se faire taper dessus,
vous aurez de la résistance au changement. Si inversement, on ouvre les opportunités en montrant que, bah, tiens, telle machine, c'est assez étonnant, mais la fluctuation de performance est assez forte, donc manifestement l'opérateur est en difficulté, comment on l'aide? Si vous démontrez un accompagnement, vous ouvrez de l'opportunité de progrès pour tout le monde, vous justifiez le progrès par une mesure concrète du manque de performance, et dans ce cadre-là, vous rentrez dans un cercle vertueux. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans la conduite du changement. Pour ma part, j'ai pas beaucoup plus à vous raconter là sur les slides, mais je serais ravi de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'expérience que nous avons vécue chez Petit Jean, ou plus largement sur l'expérience que j'ai pu avoir dans d'autres contextes concernant les MES. Eh ben, déjà, je vous remercie, Alexandre, de cette présentation. Marc-Antoine, je pense que tu parles, mais j'ai l'impression qu'on ne t'entend pas. Pourtant, le micro fonctionne de mon côté. C'est bon. Merci pour cette présentation, Alexandre. Quand on avait fait la préparation ensemble, j'avais trouvé ça extrêmement clair et j'avais adoré la punchline. Voilà, mettre un MS dans une entreprise de moins d'une cinquantaine de personnes, c'est pas toujours évident, pas toujours forcément bien accueilli. Et c'était la question à laquelle je souhaitais que vous puissiez répondre, Alexandre, au travers de cette présentation. C'est le cas, mais c'est pas tout ce qu'on a vu. Pour l'instant, j'ai pas eu de questions, plutôt des remerciements sur votre présentation, Alexandre. Peut-être que les questions viendront au fur et à mesure. Ça y est, j'en ai une. Est-ce que votre MES est couplé avec un WMS avec un stock en temps réel? Faut-il les deux, MES et WMS, du coup? Là, nous avons perdu Alexandre, qui ne répondra du coup pas tout de suite à la question. Alors en attendant, Jérôme, je vais peut-être vous laisser avancer sur votre présentation. Ah, ça y est. Alexandre est revenu, sinon... Toutes mes excuses, j'avais perdu l'audio et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est pas grave, Alexandre, c'est les aléas du direct. J'étais en train de vous poser une question, Alexandre, mais du coup, je vais vous la reposer. Est-ce que votre MES est couplé avec un WMS, avec un stock en temps réel? Est-ce qu'il faut... Alors, non. Nous avons un MES qui n'a qu'une vocation actuelle, qui est la récupération. On descend uniquement la partie qu'est-ce qu'il y a à faire, et on n'a pas couplé la partie WMS. C'est vraiment uniquement l'opérationnel fabrication. Et on en tire profit pour que quand il y a un écart, les personnes puissent avoir une première forme de caractérisation d'un écart. J'ai une première forme parce qu'on ne fait pas une analyse comme en dessin de pourquoi ou un 8D quand il y a un écart. Pas à chaque fois, quoi. Très honnêtement, la partie... cette première brique qui est le suivi en temps réel et la motivation des personnes à tenir un niveau de maîtrise donnée, est déjà pour nous une rentabilité sur le coût de travail du MES, de la mise en œuvre et du coût logiciel, et ouvre les opportunités par la suite. Après, nous on fabrique des petits gens, c'est du mobilier, hein, faut imaginer des grands placards connectés. On n'a pas des contraintes de stock trop importantes. J'ai une deuxième question, Alexandre, de François, qui nous demande comment est interfacé le MES avec la maintenance, comment la maintenance utilise les données du MES. Alors, la maintenance, pour l'instant, s'en sert à la fois pour mesurer l'activité des machines, en gros entre deux pannes, et pour caractériser quand elle détecte un arrêt. C'est-à-dire qu'en gros, quand la machine est à l'arrêt sur le MES, l'opérateur peut signifier l'arrêt et peut signifier qu'elle n'arrive pas à s'en sortir dans sa résolution. Dans ce cas, la maintenance reçoit comme un workflow instantané sur son téléphone, puisqu'on a pris un MES dans le cloud, donc ça permet de travailler sous cette forme-là, et va se rendre sur place et va caractériser le problème qu'il va voir. Et en fait, il s'en sert un peu comme son propre outil pour enregistrer ses propres notes de travail, quoi. Mais c'est un peu la même philosophie, c'est son outil à lui, où il vient stocker de l'information. Ça fait pas de la maintenance préventive avec de la capture de données vibratoires ou pression ou température avec des mesures physiques. Ça, c'est une étape
ultérieur qui est déjà prévu dans le projet, parce que le MES, pour l'instant, de Juno, on doit l'exploiter à hauteur de 30% de ses capacités, et c'est la brique d'après. Mais honnêtement, pour l'instant, on n'a pas encore mis en œuvre. Très clair en ce qui me concerne. J'ai une dernière question, Alexandre, qui est de Sylvain, qui demande y a-t-il un module de workflow inclus? Alors, je suppose que c'est description des processus. Oui, complètement, en fait. Alors, ce qu'on fait, c'est que c'est la gamme de l'ERP qui descend. Les étapes de l'ERP apparaissent dans en fait, les comptes des utilisateurs au poste. Et ça leur permet, dès que quelque chose est terminé avant, de voir qu'ils ont à faire. Et puis après, ils peuvent déclencher des workflows qu'on a nous paramétrés, hein. C'est à la demande en fait des utilisateurs. Par exemple, on a créé ce workflow de la maintenance quand l'opérateur détecte une difficulté technique. Ça ping la maintenance et ça va générer un espèce de bloc de data qui va récupérer les informations dedans. Bon, je pense que ça a dû répondre à la question. Après, je dirais, le moteur de workflow fonctionnant, on peut le décliner sur n'importe quoi. Nous, on a fait pour l'instant ce choix-là parce que ça correspondait bien à l'exploitation de terrain, qui était notre premier objectif. Voilà. Je pense on ira après plus loin sur d'autres workflows quand les utilisateurs, je dirais, feront la demande. Pareil, on parlait de simplicité de l'outil, il y a vraiment une volonté chez Tijan de dire mettons des petites briques dans le bon ordre au fur et à mesure, et donc je préfère utiliser un outil à 30% aujourd'hui et viser le 100% dans 3 ans, plutôt que de me dire on va tenter le 100% du premier coup, et en fait la marche est telle pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, que je les perds instantanément. Que là, pour l'opérateur, c'est simple, il a la liste de ce qu'il y a à faire, et s'il peut pas, il dit simplement là je peux pas, et voilà pourquoi je peux pas. Ça paraît tout bête, ça fait que 3 questions, n'empêche qu'on commence à voir concrètement les endroits où il y a un peu trop régulièrement du je peux pas. Et ça permet de prioriser les actions. Très clair. Merci beaucoup, Alexandre. J'ai quelques autres questions qui sont arrivées, mais je préfère faire démarrer la présentation de Jérôme et laisser un second temps de questions-réponses, parce que peut-être que les réponses vont être effectuées au travers de cette seconde présentation. Jérôme, je vous laisse partager votre écran avec la présentation, au cas où je peux le faire, si jamais vous êtes en difficulté. Hop, je vais partager mon écran. Et on va plonger dans le monde de la batterie. Oui. Long à venir. Voilà, il est là et partagé. Oula, désolé pour l'effet miroir. Vous voyez mon écran? C'est tout bon. Parfait. Donc moi, je vous partageais une expérience qui est assez différente, où l'axe est plutôt sur la notion de greenfield. Ça veut dire on parle de quelque chose de nouveau, qui part de zéro, où il n'y a pas d'historique, voire d'amélioration de l'historique. Donc, tout d'abord, pour ma part, Jérôme Vantage, donc en fait, j'ai 25 ans d'expérience dans l'informatique industrielle, principalement dans le domaine de l'industrie minière, métallurgique et dans le manufacturing, donc sur différentes fonctions, allant du suivi de production, la mise en place de certaines fonctions MES, l'automatisme, les systèmes de performance et tout ce qui peut être lié à l'expédition produit. Donc moi, je suis chez ACC depuis octobre 2023 et dans une équipe toute récente en fait. ACC, vous verrez dans la présentation, est une entreprise très, très nouvelle. Et on a développé depuis un an et demi, une organisation interne autour du manufacturing et du système d'information qui la compose. Donc pourquoi être chez ACC? C'est que en fait aujourd'hui ACC, dans l'esprit de vouloir réindustrialiser le domaine de la batterie en Europe face à la Chine, qui aujourd'hui écrase le marché dans ce domaine-là. En fait, on est en train de faire ce qu'ont fait les Chinois il y a 40 ans, c'est-à-dire on cherche à récupérer l'industrie au niveau de l'Europe,
et de la France en particulier. Et c'est une aventure compliquée mais exaltante, car ce sont des choses qui n'arrivent pas très souvent. Donc c'est un des points principaux qui m'ont amené à rejoindre le projet en 2023. Donc ACC. ACC a été créé en août 2020. Et en fait, c'est une initiative commune entre trois gros industriels, Stellantis, la filiale Saft de Total Energy. Donc Saft fabrique des batteries, notamment pour l'aéronautique, des batteries spéciales, et également par Mercedes-Benz. Donc en fait, les actionnaires sont principalement les clients, puisque vous imaginez que ce sont évidemment pour des véhicules de Stellantis et de Mercedes que ACC doit produire ces batteries. Et dans le cadre du dynamisme d'industrialisation du domaine de la batterie en Europe, cette société est fortement soutenue par la France, l'Allemagne et l'Union européenne. Car évidemment, derrière, on parle de... En fait, là, on change de domaine par rapport à l'exemple précédent. On est sur des systèmes où on parle d'investissements de plusieurs milliards, des cadences vie-série, être fournisseur tiers 1 de l'industrie automobile. Donc, on rentre dans un domaine très complexe et très gros. Donc la raison d'être d'ACC, c'est de concevoir, donc émettre des IP, de la propriété intellectuelle. Toutes les batteries que nous faisons, tous les modèles de batteries sont de la propriété intellectuelle de ACC, ce qui n'est pas forcément commun. Certains autres industriels en fait rachètent des brevets à des Chinois ou autres pour les adapter chez eux. Et on adapte ces cellules de batterie dans des modules que l'on va retrouver dans les planchers de voitures et qui sont très spécifiques à chaque module. Donc, on a aussi cette volonté de faire du sur-mesure par rapport à un domaine, à un type de véhicule. Évidemment, l'objectif, au-delà de la qualité, de la performance et de la sécurité, c'est de produire avec une faible empreinte carbone et d'être le plus proche de l'essence de cette initiative qui est d'être positif pour la planète. Et enfin, l'autre problème, et ça vous avez certainement entendu beaucoup parler, le véhicule électrique, c'est cher. Entre autres parce que la batterie constitue plus de 40% du prix de la voiture. Et un des axes d'ACC est de produire des véhicules électriques accessibles pour tous. Donc ça va impliquer la chimie, le process, etc. Et donc d'être bien axé sur son domaine et dans la ligne voulue de rendre accessible le véhicule électrique. En termes de localisation géographique, en fait, hop, je passe sur ma petite main, on a un centre de recherche et développement à Bordeaux, où je suis aujourd'hui, à Bruges. Donc ce centre où on va retrouver à peu près 700 personnes, principalement des ingénieurs, les équipes projets, a été la première entité créée et qui permet de modéliser les premières étapes de la fabrication de batteries. Ensuite, toujours en Nouvelle-Aquitaine, nous avons l'usine de Nersac qui est située à côté d'Angoulême. Et là, c'est la première étape d'industrialisation au niveau de l'usine, avec pour l'objet, dans les étapes de qualification de la batterie, de passer en mode industriel, pas en mode vie-série, mais en mode industriel. Donc ces deux entités en fait appartiennent à la même filiale, qui est une filiale, on va dire, de développement et de validation de produits. Et ensuite, nous avons les usines, les gigafactories. Donc concrètement, il en existe une dans le nord de la France, à Billy-Berclos, Douvrin, qui est à peu près 15 minutes au nord de Lens. Cette usine est composée de 3 blocs. Donc actuellement, nous avons déjà démarré le premier bloc de production. En termes de taille, un bloc, ça fait à peu près 700 mètres de long par 100 mètres de large. Et on a ça 3 fois au maximum sur un site. Donc là, on a déjà un premier bloc qui
qui a démarré, qui est dans sa phase ramp-up, un deuxième bloc qui va démarrer l'année prochaine, qui est en train de terminer sa construction, et le troisième qui arrivera plus tard. Et on a 2 autres projets en Europe, un en Allemagne à Kaiserslautern et un autre en Italie à Termoli. Alors pourquoi Kaiserslautern et Termoli? Parce que ce sont des sites, des ex-sites Stellantis. Dans l'esprit d'amélioration et de préserver l'emploi et de la transition du thermique vers l'électrique, un des axes du projet est d'utiliser les sites de Stellantis. Donc en France ici, c'était Peugeot. À Kaiserslautern, c'était Opel, et à Termoli, c'est Fiat. Et de pouvoir basculer ces sites vers cette industrie du futur qui est la batterie. Alors, pourquoi vouloir mettre un MES au démarrage d'une usine? Donc tout d'abord parce que c'est un process très complexe, la fabrication d'une batterie. Peu de gens s'imaginent, en fait, tant qu'on n'est pas dans le système, on imagine notre batterie de voiture. En fait, une batterie de moteur est extrêmement complexe et est composée de différentes étapes, de différents types de process. On a de la chimie, qui sont sur les 4 premiers process de mélange, d'enrobage, de calendrage et de découpage. Un process de pur assemblage, où on va créer les cellules et les assembler. Un process de formation électrique qui va durer une douzaine de jours dans des grands ateliers. Et là, on est sur, on va dire, du process un peu boîte noire, qui est complètement piloté par des équipements. Et en fait, un pur process manufacturier qui consiste à assembler les cellules en modules qu'on va retrouver dans les voitures et les mettre en packaging pour pouvoir les exporter vers nos clients. Et en fait, pour accompagner le démarrage, si on ne met pas un MES, que va-t-il se passer? Dans un premier temps, déjà, on va déployer de l'Excel un petit peu partout, des solutions tierces pour assurer le suivi. On ne va pas structurer la méthode et on ne va surtout pas prendre les bons réflexes. Et donc, dans l'avantage des 11 fonctions du MES, nous avons sélectionné les fonctions qui étaient nécessaires à prendre le pas au démarrage. D'ailleurs, au départ sur l'usine d'ingénierie à Nersac et ensuite sur la Gigafactory, avec dans un premier temps acquérir les données, collecter et acquérir les données, de pouvoir gérer le cheminement, le flux des produits et des lots pour pouvoir retracer une généalogie. Évidemment, pouvoir enregistrer la qualité, la conserver et la relier à la production. Bon, la traçabilité du produit est généalogique directement liée au cheminement du lot et à la gestion de la qualité. Pouvoir exploiter les performances. Alors évidemment, dans un démarrage usine, on ne va pas être forcément sur un suivi de TRS, puisqu'en fait, on démarre, on n'est pas dans le nominal. L'objectif est plutôt de voir une rampe, une évolution dans l'utilisation des équipements. Et enfin, de pouvoir mettre en place un ordonnancement pour piloter, anticiper, notamment pour la logistique et pour les besoins de production. Donc, nous avons concentré les développements autour de la solution au travers de ces six axes. Et le MES est intégré avec les autres systèmes d'information de la compagnie, que sont d'une part le PLM, donc le Product Lifecycle Management, qui intègre tout le design, la Bill of Equipment, donc le découpage fonctionnel de nos différents équipements, le découpage de la gamme, quels sont les éléments qui composent les différentes étapes de production, ainsi que les séquences de production. Et on va retrouver, rattaché aux séquences de production, les plans de qualité prévus, liés au PFMEA, aux études de risque, etc. Et d'autre part, nous sommes aussi directement liés à l'ERP, notamment pour la partie envoi des consommations, production vers l'ERP, sachant que la partie
WMS de la Gigafactory est directement intégré dans le MES lui-même, notamment à travers la fonction cheminement des produits et des lots. Donc, on gère les entrées et l'évolution du stock en temps réel tout au long de la production. Donc, vu la taille de ce type d'usine, il est indispensable de pouvoir démarrer dès le départ avec ces outils. Et la phase de formation, parce que la différence par rapport à l'expérience précédente, là, en fait, l'idée n'est pas de s'adapter aux opérateurs, mais que les opérateurs s'adaptent aux exigences et de pouvoir donner un temps assez long de formation, de montée en puissance dans l'utilisation des outils. Alors, quelles étaient les exigences de la direction sur ce projet? Les premières exigences, elles viennent de nos clients, qui sont aussi nos actionnaires. Donc, les Stellantis, Mercedes connaissent très bien ce domaine, ont des exigences très très fortes sur leurs fournisseurs en termes de traçabilité de produits, d'excellence des contrôles qualité liés aux exigences, sur la façon dont on optimise notre performance opérationnelle et si on arrive à se mesurer, de pouvoir monitorer, contrôler nos flux logistiques, éviter des trous de logistique qui conduiraient à des arrêts de production, et évidemment planifier, programmer la production, le nettoyage, les mouvements de matière de manière cohérente. En fait, tout ceci est exigé au démarrage d'une Gigafactory. Et on part de très loin, puisque c'est du greenfield, et on verra au niveau des challenges, forcément avec peu d'expérience. Donc dans cet exemple, on travaille sur ces outils en termes d'implémentation depuis 2 ans, et on estime que nous sommes à peu près aux 2/3 des éléments que l'on doit déployer à l'échelle sur l'ensemble de l'usine. Donc en fait, la direction, elle, voit le MES non pas comme un outil informatique, mais comme un élément indispensable pour son niveau d'exigence demandé par ses clients, qui viennent eux-mêmes vérifier sur le terrain la qualité de ce qui est fait. Et en fait, toute usine qui fait de la vie-série ne peut pas fonctionner sans un MES connecté à ces différents systèmes. Alors, les challenges rencontrés. Donc, le premier, et pour moi, c'était en fait ma première expérience sur ce type sur un greenfield, c'est de devoir construire un MES sur un process nouveau et non maîtrisé. On va le faire simple. En 2020-2021, quand le projet de Gigafactory est né et la nécessité de mettre un MES, eh bien, il a fallu imaginer un MES. Donc, pour cela, ACC s'est associé avec, on va dire, 2 partenaires principaux. Un partenaire dans l'expression du besoin et la mission à donner, qui est MES Consult, d'une part, et d'un partenaire d'intégration, Technor, dans comment on le met en place et avec quelle expérience, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place en termes de déploiement. Et évidemment, je ne le mets pas, mais le partenaire de solution qui est Aveva, Schneider et Aveva, qui nous ont accompagnés sur la mise en place de l'outil à travers notamment Technor. Donc, à partir du moment où un process est nouveau et non maîtrisé, on ne peut pas s'appuyer sur des procédures éprouvées et matures. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça change très régulièrement. On est dans un domaine d'expérience où il faut construire, il faut s'adapter, voire le MES va être là pour structurer la demande du métier. Un exemple de challenge très, très simple dans le cas d'un MES, la Bill of Equipment qui définit toute la structure des équipements définie dans le PLM, ne répondait pas aux exigences du MES dans le découpage normatif que l'on doit retrouver avec ces notions de work unit, work center, etc. Et donc, le MES a amené une restructuration du découpage nécessaire qui a ensuite aidé aussi les autres systèmes d'information qui utilisent cette référence commune.
Un engagement du métier dans une phase de construction du MES est toujours très compliqué quand on est dans une phase greenfield, parce que on construit tout, le bâtiment, on éprouve le process, on teste les équipements, et par conséquent, les métiers ont 36 000 choses à faire. Et le gros challenge, c'est que longtemps, ce sujet a été vu comme un sujet de la DSI. Je ne l'ai pas mentionné, mais je suis rattaché au DSI du groupe, mais on travaille en partenariat avec le métier. Mais ceci est arrivé quand même assez tard dans la phase de projet. Donc ça, c'est un des grands challenges et un des grands problèmes, c'est le manque d'adoption au départ du métier. Donc de dire on a besoin du MES, ça fait partie d'une exigence, mais je ne peux pas m'investir dedans. Et or, comme l'a expliqué la personne juste avant moi, en fait, la MES, avant d'être un système d'information, c'est un système pour les humains, pour le fonctionnement, et l'outil en lui-même n'a pas une réelle importance. Adapter une plateforme aux exigences de la batterie, en fait, on est le premier MES à couvrir l'ensemble du process de la batterie. En Asie, par exemple, ils installent plutôt des systèmes très locaux qui correspondent à des équipements et donc qui ne vont pas couvrir l'entièreté. Ça va être plutôt la gestion de la data qui va permettre de voir l'ensemble. Donc, on a dû créer quelque chose qui n'existait pas encore et innover à ce niveau-là. La connectivité aux équipements, quelque chose de très compliqué, avec des équipements très hétérogènes, pas forcément standardisés, pas forcément liés à l'OPC, mais aussi des systèmes, surtout pour des systèmes venant d'Asie, assez, on va dire, assez rudimentaires. Et enfin, un planning de déploiement et de démarrage très, très exigeant qui demande un fort pilotage par la priorité des besoins. Voilà. Eh bien, merci, Jérôme. C'était très clair, en tout cas. Et ça m'a permis de découvrir votre univers, donc ravi. Alors, je suis resté le plus simple possible, ne pas rentrer dans les détails. L'objectif étant surtout de mettre en avant Là, en fait, le cas de figure n'est pas de convaincre la direction, mais la direction a une exigence en termes de vie série et comment elle répond à cette exigence-là. Donc, c'est le challenge étant plus sur la mise en place de ce type d'outils sur quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Et donc, de l'adaptation de l'outil un process qui évolue régulièrement, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Bien, j'ai gardé quelques questions. Alors, j'ai une question qui vous concerne tous les deux, Alexandre et Jérôme, qui est la suivante. Quel a été votre critère, on pourrait dire vos critères de décision sur un MES plutôt qu'un autre? Petite réponse de voix. Alors, je vais y aller parce que ça a été assez simple, vu que la décision était déjà prise sur des gros systèmes de ce type-là. Il y a eu en effet un appel d'offres initial, mais la réponse, elle a été plutôt liée au côté généraliste de la plateforme MES et de la scalabilité à l'échelle. En fait, la solution Aveva, donc ex-Wonderware, et en fait répond à différentes couches qui sont des problématiques de supervision, de règlement, enfin de MES, mais aussi de connectivité et de capacité d'adaptation. Donc en fait, ça a été le principal critère. Pour notre part, nous, on n'avait pas de contraintes très fortes sur les machines, parce qu'on n'en a pas beaucoup, puis elles ne sont pas de très grande technologie. C'est une scie qui coupe des planches et qui plaque des champs. Donc notre critère majeur, ça était la vitesse d'exécution, la vitesse à laquelle on pouvait déployer la solution. Donc quelque chose de cloud, quelque chose de simple, quelque chose de montable sur à peu près n'importe quel device. Le deuxième critère, c'était exploitation facile par les opérateurs pour capturer de la donnée. Aujourd'hui, on capture une donnée qui est est-ce que ça marche pas, et quand ça marche pas, il y a une liste de pourquoi. Mais on peut capturer plein d'autres données, notamment les fiches de contrôle qu'on cherche à intégrer dedans, les spécifs de réalisation qui, dans chaque étape, vont permettre de dire tiens, à telle étape, fais-moi une photo ou confirme tel point de contrôle, etc.
Et donc c'était vraiment cet objectif-là, qui était de donner aux opérateurs un maximum d'infos montant descendant de manière simple. Ok, très bien. De réponses très différentes, mais De contextes très différents Voilà, aussi, c'est différent. c'est normal. Exactement. Mais j'ai une dernière question avant de pouvoir passer la parole à Olivier, et puis s'il y en a d'autres, on prendra le temps de soit d'y répondre si on a le temps, sinon on reviendra vers les personnes qui les ont posées a posteriori. Votre MES est-il couplé avec une GMAO pour mesurer un TRS ou un taux de disponibilité? Alors, bon, je pourrais reformuler un peu la question en se disant quelles sont les données que vous allez capter si vous mesurez un TRS ou un taux de disponibilité. Mais cela dépend du contexte. Alors, je pense que chez Petit Jean, c'est le cas. Peut-être que chez ACC, non. Alors chez ACC, en fait, on va se connecter. Alors moi, dans le côté Manufacturing Operation Management, je travaille avec la partie GMAO. On utilise Ultimo. Il est prévu dans le tiers qui reste à faire de faire l'interface avec la GMAO. Par contre, le calcul du TRS, des taux de performance n'est pas fait côté GMAO. En fait, le but de l'interface, c'est plutôt, comme avait été expliqué par Alexandre Neuf, c'est déclarer des demandes d'intervention ou être en connectivité. Mais pour récupérer et mesurer de la performance, c'est plutôt le MES qui va utiliser des informations de la GMAO pour mettre en forme, calculer nos outils. Je vous ai pas montré parce que c'était un petit peu, je pouvais pas le montrer en mode public. On a des suivis d'indicateurs aujourd'hui de performance qui, le point qui leur manque justement, sont toutes les interventions de maintenance qui ne sont pas identifiées directement aujourd'hui dans le MS. Mais c'est indispensable. En fait, je l'ai pas mis, on est connecté au PLM à l'URP, mais la connectivité à la GMAO est indispensable pour moi pour un MES. Ah, bon, on a perdu Jérôme, du coup. La question l'a tué. Pardon? Vous m'entendez plus? Si, on vous c'est la voit, vidéo. c'est la vidéo qui a sauté. Bon, très bien. Ah, d'accord. J'ai d'autres questions, mais je voudrais laisser le temps à Olivier de pouvoir mener sa table ronde, puisque je pense qu'il y a pas mal de questions qui auront leur réponse pendant la table ronde. Et je voudrais lui laisser quand même le temps qu'on avait convenu ensemble pour pouvoir mener bien son entretien. Olivier, je te laisse faire l'introduction de cette table ronde. Voilà, je te laisse la parole. C'est à toi. Ah, le micro est coupé, Olivier. Classique. Olivier, micro coupé. Hop, pardon. Ça va être merci. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Merci, merci Marc-Antoine et merci au Club MES de m'accorder de nouveau cette confiance d'organiser donc cette seconde partie de cette session du Digital Experience MES. Alors beaucoup de sujets ont été abordés avec Jérôme et Alexandre, mais il y a toujours quelques petites questions justement pour raccorder à ce sujet, donc de convaincre la direction. Tout d'abord, peut-être, donc vous êtes tous les deux utilisateurs d'un logiciel MES. Peut-être pourquoi finalement avoir choisi un MES et pas un autre outil informatique. L'idée, c'est peut-être de voir quels sont véritablement les atouts d'un MES et que peut pas faire finalement un autre système, parce qu'il y a pas mal quand même d'autres solutions informatiques aujourd'hui. Peut-être Jérôme, déjà pour commencer. Ouais, en fait, comme moi j'expliquais, on a un process complexe. On va dire la base du MES, c'est le suivi du process et la décomposition des consommations, production de semi-finis qui doivent être articulées sur l'organisation des équipements. Et la première base du MES, et seules les solutions MES apportent ça, c'est le découpage normé de la structure d'usine. Alors après, un MES peut être développé sur mesure. Ça se fait, je sais pas, ça fait vraiment couramment, mais ça se fait. Mais le principe, on n'aurait pas pu le faire avec un autre outil en dehors du cadre MES, juste en raison
de cette problématique de découpage normé des différentes étapes de production. D'accord. Alexandre Meuf, justement, pourquoi MES plus précisément? Alors, vous étiez déjà, je crois, utilisateur d'un MES auparavant. Vous étiez donc déjà convaincu. Alors voilà, j'allais dire convaincre la direction, dans mon cas c'était facile parce que j'étais la direction. Pour le coup, j'avais pas les contraintes que Jérôme peut avoir sur le d'actionnariat ou de complexité d'appel d'offres. Mais pourquoi un MES? Alors en fait, il y a une volonté, je dirais, j'ai une volonté qui est très claire, c'est un outil pour une personne. Autrement dit, l'opérateur ne doit avoir, à mon sens, qu'un seul outil de travail. Et par essence, l'outil de terrain, c'était ce MES qui permet d'aller apporter de la donnée et de remonter de la donnée pour l'opérateur. Et donc, c'était ce critère-là. Il s'avère que Juno est connecté à nos machines et permet une capture de TRS automatisée, mais je dirais que c'est un bonus par rapport à l'ambition initiale. L'autre avantage, c'est que la production, quelque part, a son outil à elle, avec ses experts à elle, qui lui permettent de faire des évolutions éventuelles. Là où le RP est plutôt à la supply chain, la comptabilité avec Penny Lane à la comptabilité financière, j'ai Solid Edge à la CAO, etc. Donc on essaye de faire ça. Et donc, plutôt que d'avoir des opérateurs qui se connectent à un outil pour une fonction donnée, on essaye d'avoir des opérateurs qui ont un seul et même outil et on va créer les connectivités entre les outils. Alors, l'exemple très concret, c'est je veux poser des congés, je me connecte sur Scylla et RH, et ben, chez Petit Jean, on a fait le choix inverse. On a dit non, non, tu vas dans Juno, on va éventuellement te faire une petite fenêtre, je veux un congé, et on va connecter ça à l'outil RH. Mais toi, en tant qu'opérateur, tu dois avoir un seul outil. Voilà. Donc c'était cette philosophie-là qui nous a animés, d'où le choix d'un MES, parce que outil, globalement, dès qu'on cherche des outils à destination des opérateurs pour capture de données, ça s'appelle un MES, donc MES, quoi. Justement, alors c'était aussi l'objet d'une autre question hein, sur justement la connectivité des différents outils informatiques. Peut-être avant d'aborder cette question, peut-être les avantages. Donc concrètement, si on peut résumer, quels ont été les avantages que vous tirez du MES depuis sa mise en œuvre et quels sont les avantages ensuite que vous espérez encore à obtenir dans les prochains développements. Donc je vous laisse répondre. Alexandre, on reste avec vous. Ça marche, on va alterner. Donc les avantages, alors très concrètement, une productivité en hausse. Alors nous, on est moins dépendant des machines que dans des outils industriels de haut niveau. Donc l'aspect manuel est très important puisqu'on fait du meuble sur mesure. Donc une fois qu'on a découpé les planches, il y a beaucoup de travail de montage, d'ajustage, des formes des fois très particulières qui nécessitent un travail proche de l'artisanat. Donc, on avait besoin de challenger plutôt le moral des gens que de vérifier une machine en tant que telle. C'est pour ça que la connectivité machine, je disais que c'était un bonus, c'était pas le fondamental. Et donc là, à peu près, on est autour des entre 10 et 15 points de productivité moyenne, sachant qu'il y a d'autres vecteurs qui rentrent, le temps, la lumière, tout ça va jouer aussi, donc c'est un peu difficile d'isoler la pure performance MES. Sur le moyen terme, ce qu'on souhaite faire, c'est arriver à capturer la data, notamment sur nos chantiers. Donc je disais au début en intro, nous on fait de la conception, production, pose. La pose se situe sur des chantiers à 200 km de l'usine. C'est très compliqué de faire remonter de la donnée structurée et des problématiques structurées jusqu'à l'usine ou jusqu'au BE pour prise en compte. Et donc la volonté d'avoir un MES toujours de ce type qui permet à l'opérateur de, sur son device téléphonique, je prends une photo, je déclare un problème sur telle affaire, sur tel objet, sur tel OF, ça va nous permettre cette remontée de données qui sera pour nous l'étape ultime, puisque permettra d'aller vraiment toucher le cœur de l'activité chez le client, qui aujourd'hui est beaucoup fait par téléphone et en fonction du vocabulaire de chacun, du moment de chacun, de la compréhension qu'on peut en avoir. En fait, dans les faits, il n'y a quasiment aucun problème qui se résolve sur le long terme. Merci. Jérôme, chez ACC, alors c'est vrai que vous, c'est assez particulier, hein, c'est assez ouais, nouveau, donc qu'il y a une usine. Le premier élément essentiel et immédiat, c'est de s'assurer de la conformité, par exemple, de ne pas utiliser des produits non conformes dans le process, parce qu'on a des notions de péremption, on a des notions de contrôle qualité,
Et dans cette phase notamment de démarrage, de montée en puissance, les erreurs peuvent être très courantes. Donc le gros avantage lorsque le MES a commencé à être utilisé, c'est de pouvoir être une forme d'arbitre ou au niveau de ce risque de perte des informations et d'utiliser des mauvaises consommations pour le process. On va dire ça, c'était le premier élément indispensable qui a tout de suite amené beaucoup d'aide. Et là, par exemple, on est sur un cas de process, on est en train de le déployer, où la première demande qu'il y a, c'est qu'il n'y ait plus d'erreur d'utilisation des bobines d'entrée et donc des risques de génération de scrap derrière et donc de perte de productivité et d'argent. Ensuite, à moyen terme, et là c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la partie logistique, la gestion des flux de matière entre les différents postes, les stocks inter, on est en nominal, je ne vais pas sortir les chiffres de production, ça ne va pas dire grand-chose, mais en fait, on va être sur des stocks qui vont avoir une durée d'environ 8 heures. Donc des notions d'approvisionnement très 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 serrées. Quand je vous ai rappelé la taille des bâtiments, ça met un peu de temps d'aller d'un point A à un point B. Et donc là, c'est vraiment l'utilisation du MES comme anticipateur, point de réconciliation des différentes informations qui permettent de programmer et d'envoyer les bonnes informations, notamment aux équipes logistiques, pour éviter le pire qui pourrait arriver, c'est justement le manque de produit en bord de ligne qui impliquerait un arrêt dans une étape du process et par cascade, tout le reste. Voilà. Et ça c'est le nerf de la guerre que l'on doit absolument résoudre. Au-delà même derrière les performances, etc. vont venir, mais c'est un des gros points à venir. On n'y est pas encore, on est en train de le construire, de le tester, mais par contre, le premier qui était essentiel, c'est les conformités produits, s'assurer que ce que l'on met, c'est valable, ça peut aller jusqu'au bout dans votre voiture. Et c'est une bonne nouvelle, enfin, plutôt une bonne Oui. nouvelle. Jérôme Vantage, je reste avec vous justement sur le sujet qui nous lie tous aujourd'hui, c'est comment convaincre sa direction. Alors vous avez un peu deux directions finalement, il y a la direction de l'entreprise et puis il y a aussi des actionnaires qui sont finalement également vos futurs clients. Il y a donc c'est un peu complexe comment, et puis pas des moindres, puisqu'on a des groupes comme Stellantis et Mercedes évidemment. Comment est-ce qu'on convainc finalement une direction et puis des actionnaires aussi importants, notamment quand vous l'avez dit, il me semble que vous l'avez dit tout à l'heure, vos concurrents en Asie n'utilisent pas de MES, c'est bien ça, ils utilisent un autre système. Voilà, comment est-ce qu'il y a un risque que l'on prend et que vous avez pris, et comment vous faites pour convaincre? La problématique, c'est le temps. En fait, il y a un niveau d'exigence. Vous savez, dans le milieu de l'automobile, il y a des programmes de construction de voitures qui impliquent les fournisseurs directs de premier niveau. Et après, il y a un rétro-planning qui implique des dates de livraison. Et donc, le point d'exigence des clients, et à la fois aussi quand ils sont actionnaires, c'est qu'ils ont le droit de venir et de regarder de très près tout ce qui se passe, c'est de pouvoir répondre à cette exigence, quel est le minimum que l'on demande et quel est le nominal. Et la difficulté dans le milieu MES, c'est le temps qu'il faut, surtout sur des gros systèmes. Je pense qu'il y a une grosse différence entre déployer un MES sur en effet des systèmes plus légers, agiles et qui sont plus dans la main de fonctionnellement de l'entreprise, des outils comme Aveva, etc. C'est pas du tout dans nos mains, c'est dans les mains de notre partenaire d'intégration avec des gros cycles de développement. C'est des mois en fait. On travaille par sprint de 3 semaines et un minimum, c'est 2 mois à peu près de travail sur des fonctions. Donc, la problématique, c'est de répondre à l'actionnaire que l'on va pouvoir répondre au minimum demandé à une étape d'exigence avec l'outil. Et si on ne peut pas, quel est le plan B? Il faut toujours un plan B. On ne peut pas dire on ne peut pas, ça va être juste... Le MES comme les systèmes ERP sont très connus pour être des systèmes qui sont toujours livrés en retard. Pour souvent les mêmes raisons d'ailleurs. Souvent les mêmes raisons. Et coûter cher et livré en retard. Et en fait, il faut toujours prévoir un plan B pour le client
parce que lui n'aura pas le choix. En fait, il faut bien penser en fournisseur. Nous, on ne peut pas le faire. Lui, il doit trouver son plan B à lui. Et en plus, même ça doit être un actionnaire, ça décrédibilise. Il y a eu d'autres acteurs du marché de la batterie, ils ont perdu leur contrat de ce type-là, en fait, parce qu'ils n'ont pas su répondre et parce qu'ils n'avaient pas mis le poids nécessaire dans ce type d'outil dès le départ. D'accord. Alexandre Meuf, justement, alors, convaincre la direction, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était plutôt simple pour vous et dans votre cas. Néanmoins, est-ce qu'il y avait d'autres personnes quand même à convaincre? Je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres dirigeants au sein de votre entreprise? Alors, Et la deuxième question, c'est si tel n'est pas le cas, quels sont peut-être les conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs pour convaincre justement un dirigeant? Qu'est-ce qu'il a envie d'entendre? alors, effectivement, c'était facile de m'auto-convaincre, parce que j'étais le directeur général. J'ai toutefois un président actionnaire, donc, même s'il me fait une grande confiance, il fallait le convaincre à la fois du projet et du porteur de projet. Globalement, ce qui a beaucoup convaincu, on a très peu parlé d'argent dans notre contexte parce que on savait que l'argent viendrait avec la remontée de CA et que la CA viendrait avec notre capacité tout simplement à produire à l'heure conformément avec des clients qui on s'engage. La question était davantage de se dire comment je m'assure que je livre effectivement à l'heure à coup sûr et comment je motive les troupes sur le terrain. Très rapidement, en fait, je l'ai mis dans l'atelier et je lui ai dit, voilà, tu vois l'atelier, il me dit oui, ok, où est-ce qu'on est à l'heure? Et à cette réponse, il était impossible de répondre, tout simplement, et en allant voir un opérateur en lui demandant ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu le fais au bon rythme? La réponse était également, j'en sais rien. Et en fait, avant même de dire on va optimiser, il faut déjà savoir ce qu'on a à faire et savoir si on y arrive à peu près. À l'échelle d'une PME, encore une fois, je mets bien le contexte dans cet aspect-là. Et donc, en fin de compte, je dis voilà, si on veut le faire, il y a deux façons. Soit on prend quelqu'un qui passe sur chaque poste toutes les demi-heures pour faire les relevés et savoir où on en est, soit on met en place un outil numérique qui permet de faire ça et de potentiellement le suivre à distance. Et en fin de compte tenu du fait qu'on n'est pas sur des montants monstrueux, parce que Juno plus mise en place, pour nous, on doit être autour des 4000 euros par mois peut-être, pour un chiffre d'affaires où on vise à faire entre 700 000 et j'espère fin d'année prochaine 1 million d'euros par mois. Bon, on est sur des ratios qui sont tels que c'est pas coûteux dans les faits. Et donc c'est comme ça qu'on a convenu que prendre les bonnes décisions, c'est déjà savoir ce qu'on fait et où est-ce qu'on est. Et donc on est arrivé assez naturellement sur enfin du moins j'ai obtenu assez naturellement le OK vas-y puisque moi j'étais déjà convaincu de cette partie-là sur l'aspect numérique. Alors, d'autres personnes sont quand même à convaincre, et ça fait partie aussi d'un des arguments pour convaincre une direction, c'est justement s'adresser à toutes les personnes, donc à tous les métiers qui vont être concernés par le MES. Comment on réussit, vous y êtes parvenus tous les deux, chacun d'entre vous, comment on réussit à convaincre les plus réfractaires parmi les techniciens et les opérateurs? J'embraye et puis Oui, ça, bon, allez. ouais, ça marche. Alors en fait, moi j'essaie toujours de ramener l'outil à quoi il va se servir et de trouver une vraie plus-value à chacun. Un des points que les opérateurs se plaignaient beaucoup, et à très juste titre, c'était moi j'ai des problèmes tous les jours, ça fait 20 ans que je le dis. Et donc je lui dis très bien, fais-moi la liste de tout ce que tu as dit depuis 20 ans. Forcément, il était un peu sec. Et je lui dis, mais tu comprendras que c'est un peu compliqué. Tu me dis, ça fait 20 ans que tu le lis, sauf qu'on n'a pas la liste, on sait pas de quoi tu parles, on sait pas combien ça a coûté, on sait pas combien de temps t'as perdu. Donc toi, individuellement, tu le sais. Donc maintenant, je vais te faire le cheminement inverse. Combien d'argent il faut pour investir sur le fait que tu n'aies plus de problème? Et est-ce que c'est rentable? Et en fait, il n'était pas plus avancé, il savait pas me répondre non plus. Donc je l'ai juste mis face à la contradiction de, t'as un problème mais on le mesure pas, et en face, il y a de l'argent qu'on doit mettre et on sait pas où le mettre. Et à travers le MES, à travers le fait de dire, bah tu vois, regarde, là sur l'écran, t'as un problème, tu cliques là, et puis à la fin de la journée, on a regardé le graphe, on a dit, t'as vu, sur ton TRS, aujourd'hui ta machine, elle a été à l'arrêt tant de temps, pour des changements de série, bon bah ça ok, on va faire un peu de SMED, on peut améliorer les choses, ou pour des problèmes de maintenance, pour des problèmes de plan qui étaient pas bons, pour des problèmes de montage du premier de série qui était pas conforme et qu'il a fallu refaire, et donc les temps de série explosent, enfin les temps de changement de série, pardon, explosent. Voilà. Et donc en fait, on a pris concrètement un problème de terrain équivalent.
Alors un élément qui restera, c'est la crainte du flicage. Par essence, hein, à partir du moment où je dis ce que je fais, il y a aussi des chances qu'on voit ce que je fais, donc, donc ça s'appelle aussi potentiellement du flicage. Nous, on avait cassé cette dynamique-là très tôt, puisqu'à travers les AIC, à travers les valeurs de responsabilisation qu'on a pu mettre en œuvre, en fin de compte, c'est un problème qui est... Alors, je dirais pas que sur 40 personnes, il n'y en a pas un ou deux qui l'a dans le fond de la tête, mais globalement, ça fait un an qu'on est tombé sur personne parce qu'il n'aurait pas fait le travail attendu, autrement que par quel est le problème que tu as rencontré et comment on va le résoudre. Donc, quelque part, on a convaincu ça. Euh, Là, je parlais du MES, faut pas oublier que le MES, on l'a lancé au T3 et T4 là, 2024, donc ça fait déjà un an que je suis là avec les équipes. Donc on a construit une forme de confiance avec les équipes managériales. Je suis pas convaincu que si j'étais arrivé en septembre 2023 en disant au bout de 2 jours, on met un MES et je veux savoir tout ce que fait tout le monde, j'aurais peut-être eu beaucoup plus de résistance au changement que ce que j'ai eu par la suite. Jérôme, même Oui, question, est-ce que vous avez connu des réticences assez importantes et comment vous les avez surmontées? alors les réticences de terrain étaient plutôt sur la complexité ou le manque d'agilité. Comme je l'expliquais, on a deux sites, hein, NERSA qui est un site d'ingénierie qui demande de l'agilité, ou sur leur bill of material, ils vont vouloir être très agiles sur les composants, où là, en fait, on a amené trop de rigueur, en fait. Et sur la Gigafactory, c'est le contraire. On demande de la rigueur, où là, en fait, la problématique était, on n'a pas vraiment eu de problématique d'intégration, c'est plus de la pure formation et de l'histoire des opérateurs. La plupart venaient du manufacturier automobile avec des actions très manuelles. Et là, en fait, il y avait une forme process, comme je l'expliquais, il y a de la chimie. La chimie, c'est quand même un process, quand on vient du domaine de l'automobile, on ne connaît pas trop ces principes-là. Donc, on n'a pas eu, la seule résistance a été vraiment soit le manque d'agilité. On a plutôt un système convivial et pour le coup, il est mobile, hein, il est déployé sur des portables industriels Zebra, hein, ce sont des smartphones industriels. Les gens sont au bord de la ligne. Lui est très bien pensé, l'interface utilisateur a été très bien pensée par le partenaire. Mais la résistance va être ça. Ensuite, l'autre résistance va être quand on a un blocage, comme tout est intégré dans notre système, eh bien, il faut systématiquement faire appel au support. Donc, il y a une impression de, c'est plutôt c'est bloquant. Le MES peut être un caillou dans la chaussure de l'opérateur pour les plus réticents. Mais dans une grande majorité, on a plutôt aidé à résoudre des problèmes de fond. Le seul cas, en effet, où la marche est un peu haute, c'est les gens qui ont beaucoup pratiqué sous Excel avant qu'on arrive, qui ont pu faire, alors parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de volume, qui pouvaient faire comme ils voulaient et s'adapter, et de passer à ce genre d'outils, c'est un peu compliqué. La phase de transition a nécessité du management, hein, pas de ma part, mais au niveau de l'opération, des directeurs industriels, de la ligne de management, où en fait, à un moment donné, il faut être binaire, hein, il faut dire c'est terminé. Excel, on utilise les outils, et de toute façon, à la fin, c'est le seul outil qui permettra de tenir l'objectif de performance et de qualité. Très bien, je reste avec vous, Jérôme. Alors, on associe beaucoup, évidemment, le MES avec la production. Néanmoins, vous avez tous les deux entrepris une démarche de connectivité, puisque l'intérêt aussi d'un MES, c'est de pouvoir être connecté à d'autres outils informatiques. Comment est-ce que vous avez finalement travaillé avec les autres services? Est-ce que pareil, est-ce qu'ils étaient un peu réticents? Est-ce qu'au contraire, ils étaient très ouverts? On a eu quelques questions, notamment sur la maintenance, mais ça peut être également d'autres outils informatiques. Jérôme, par rapport à ça. Non. Alors nous, ce qui est simplifié, c'est que dans un groupe comme ACC, en fait, on a une DSI et je suis un des responsables des systèmes d'information, et il y a mon équivalent ERP, mon équivalent PLM, et on a le même patron. Donc, ça simplifie les objectifs et c'est une évidence. Donc, on n'a eu aucune difficulté. Ensuite, ce sont plus dans les process d'interface, notamment par exemple avec un ERP sur les envois des consommations, production, d'avoir les bonnes règles, ou dans les flux logistiques. Donc la complexité n'a pas été à ce niveau-là. La complexité en termes de connectivité a été plutôt, nous, avec les équipements,
ce que j'expliquais. Dans le meilleur des mondes, ça serait tout OPC, en mode OPC ou MQTT pour des messages un peu plus exotiques, avec un langage commun. Or, ça n'a pas été le cas. On a eu quand même quelques automates, on a pu faire des choses, mais on a beaucoup de fichiers, beaucoup de choses de ce type-là, et avec le milieu de la batterie que vous expliquiez, c'est un domaine asiatique, et beaucoup de machines d'origine asiatique. Au-delà des problèmes de communication, on n'a pas la même culture sur la partie connectivité. C'est un des points où on est en avance en Europe par rapport à... Donc le problème, il est plus à ce niveau-là. Au niveau des systèmes d'information, moi, je suis dans une situation, on va dire, un peu plus confortable que dans une PME, dans le sens où il y a une grosse équipe informatique, avec des règles de fonctionnement, un helpdesk, on a un helpdesk 24/7, et on a un support de tierce maintenance applicative avec notre fournisseur. Voilà, ça coûte beaucoup d'argent, ça demande des moyens, mais moi, j'ai 1000 utilisateurs MES. Donc, on est dans un monde où, de toute façon, il n'y a pas le choix. D'accord. Un petit mot, Alexandre, même si vous l'avez évoqué, cette partie connectivité. Qu'est-ce qui a été finalement le plus compliqué à mettre, à connecter avec le MES? Ou alors c'était simple? Non, nous ça a été simple dans le sens où il n'y a pas grand-chose à connecter. Donc, parce que je rejoins Jérôme, nous on est 20, donc ça va. Et donc Juno a tout à fait le boulot. On a un ERP qu'on a changé qui s'appelle Bonks, pour lequel on a à peine démarré, donc on a juste eu à descendre des infos, et Juno et Bonks étant issus du même moule de start-upers initiaux des années précédentes, ils se connaissent, donc ça a été assez facile. Voilà, pour l'instant on en est là. Par contre, ce qu'on n'a pas, ce qu'on sait pas faire aujourd'hui pour l'instant, c'est de trouver un moyen un peu no-code de connecter justement les outils. Tu vois, d'avoir une espèce d'interface qui dirait, bah là j'ai les champs de Juno, là j'ai les champs de Bonk, là j'ai les champs de Penny Lane, et puis je veux faire un lien entre ça. Et ça, effectivement, c'est une vraie difficulté, parce que sans compétences IT, de TL, d'API, de data, de réseau, etc., on est vite en difficulté. Et là, pour le coup, j'ai malheureusement pas une DSI avec des mecs qui sont très compétents dedans, hein, donc c'est vrai que pour le coup, on est plus en difficulté. Je pense que c'est une question qu'on aura probablement fin 2025, quand on aura terminé d'implanter chaque outil, de le prendre en main et de visualiser les endroits où il peut y avoir des jonctions qui s'opèrent entre les technologies. Et après, côté machine, alors, nous on a connecté les machines, mais en fait, c'est pas tellement qu'on a connecté de la data qui vient de la machine, c'est qu'on a, avec Juno, qui a une offre dédiée à ça, mis des capteurs à certains passages d'endroits de la machine pour capturer les passages de pièces, notamment parce que nous on voulait faire un suivi qui soit essentiellement TRS. Et je disais tout à l'heure des mesures physiques, c'est la deuxième étape, c'est de connecter des capteurs. Mais en fait, on part pas on se connecte à la machine, parce que nos machines sont vieilles et relativement simples. Il y a une planche de bois, ça passe. On met un capteur position 0,1 et on a l'information. On n'est pas sur des technos, que ce soit chimiques ou que ce soit des cadences conséquentes, avec des particularités que peut vivre, j'imagine, Jérôme. Donc voilà, on n'a pas vraiment eu une grande ambition sur ce sujet-là. D'accord. Il nous reste à peine une minute. On va malheureusement très légèrement déborder, mais je ne vous promets pas tant que ça. Juste, Alexandre, un petit mot, quelques conseils, bonnes pratiques, voilà, tirés de votre ancienne expérience et de l'actuelle sur l'implémentation, comment mener un projet. Est-ce qu'on a 2-3 bonnes pratiques déjà à avoir à l'esprit pour les auditeurs qui nous regardent, nous écoutent? Alors je dirais que quand on peut le faire, et le peu est important parce que je pense que Jérôme dira que justement il n'aurait pas pu, mais quand on peut le faire, il faut viser des outils qui soient petits, ou des outils qui ont eux-mêmes à l'intérieur des petits éléments qui sont potentiellement un peu autonomes, pour pouvoir attaquer brique par brique sur des petites phases. Clairement, j'ai vécu un projet ERP pas aussi gros que ce que Jérôme a pu sur son MES, mais projet ERP chez Excelia Group. On a mis quasiment 5 ans à tout déployer, et on a mis 2 ans avant de tester vraiment les premières exploitations réelles de terrain, quoi. Là, chez Petit Jean, on a pris Bonks. Je pense que les premiers essais, on les a fait en moins de 2 semaines. Parce que périmètre uniquement GPAO, beaucoup plus simple. Voilà, on a dit on va lancer OF, on va faire sortie magasin, sortie de prod, on va juste prendre les OF, et après on va déployer les autres modules autour qui peut y avoir.
Donc dans l'idéal, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir une ambition plus petite, mais cohérente d'un vrai cheminement qui va permettre d'aller loin. Et de pas essayer de se lancer tout de suite dans un gros système. C'est un petit peu comme quand on apprend à coder. Si on essaye de coder Facebook d'entrée de jeu, on a toutes les chances de se vautrer. Il vaut mieux coder un petit truc au début et après se donner de l'ambition, quoi. Et D'accord. notamment dans les PME, parce que manque de, parfois souvent de maturité, incapacité à faire venir des talents qui ont déjà fait ça 10 fois, vaut mieux y aller step by step vite, mais en apprenant à chaque étape, plutôt que de viser une ambition démesurée et en fait d'abandonner en route parce que trop compliqué pour une PME tout simplement. D'accord. Jérôme, vous partagez vos Alors, quelques conseils. l'organisation, avoir une organisation claire dès le départ, que ce soit celui qui est impliqué sur le projet en termes de, on va dire, maîtrise d'œuvre ou de lien avec la maîtrise d'œuvre si c'est fait avec un partenaire. Et puis côté métier, très très vite impliquer les gens sur le terrain, ou plutôt, voire même à la conception, à la spécification du besoin. En fait, il faut que ça soit c'est une notion de gestion du changement, donc il faut une adoption le plus tôt possible. Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'imposé. Il faut que ça résolve de vrais problèmes qui existent vraiment, qui font que le jour d'après où ils utilisent, ils vont mieux travailler que le jour d'avant. La solution, je suis complètement d'accord. Il faut commencer, il faut travailler avec des solutions simples, le plus simple possible, pas des mastodontes. Bon, malheureusement, je suis dans un domaine où c'est pas trop possible, mais il faut vivre. C'est après d'autres problèmes à gérer. Et oui, se donner des objectifs atteignables dans les temps. Je parlais tout à l'heure d'être tout le temps en retard. C'est clairement quelque chose de très démoralisant pour les équipes MES, d'être constamment sous pression parce qu'on est en retard. Mais en fait, on est en retard de quoi? D'un objectif initial qui correspondait à des exigences. Et un cadre MES sur des grosses structures, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, mais la première partie, c'est d'avoir une vraie équipe et être clair sur l'objectif que l'on veut atteindre et se donner des phases. Très atteignable. Merci infiniment, Jérôme et Alexandre. Donc, comme vous l'avez montré, intégrer un MES, c'est un projet d'entreprise à part entière. Il est essentiel donc d'impliquer tout le monde, donc techniciens, opérateurs et la direction, bien entendu. Donc, merci infiniment pour vos riches informations dont vous nous avez fait part et vos conseils. Et j'espère que ces témoignages donc vous ont éclairé, vous permettront de mener à bien l'intégration de votre futur outil MES. Et Marc-Antoine, je te laisse reprendre la main. Alors, je prends la parole pour Marc-Antoine qui a des petits soucis techniques. Florent, secrétaire du club MES. Alors, tout d'abord, au nom du club MES, je souhaitais vous remercier pour votre intervention. Jérôme et Alexandre, également Olivier. On a bien retenu que c'est important de passer de la frustration à la motivation, l'engagement stratégique aussi, qui est très, très important. Et puis, on voit le gain d'un MES, dans le cas de Jérôme, de chez ACC, sur des projets vraiment tout neufs, effectivement, en partant de zéro. Voilà. Donc, un grand merci à tous. Le club MES reviendra avec Digital Experience en 2025. Restez informés. Venez nous voir sur Global Industry. Nous préparons le village MES. Donc, on vous accueillera avec joie. Faites-vous connaître. Et puis, pour revoir cet événement, on mettra à disposition le replay. Passez tous et toutes de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt au Club MES. Au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.